Salut à tous, épisode 21 avec Astana, et je pense que je me moque pas de vous en vous disant qu'il va être plutôt sympa. Cet épisode là il va être pas mal, il va y avoir une montée progressive pour une apothéose, je dirais au niveau de l'intensité, j'ai pas dit au niveau des résultats. Tout de suite je voudrais répondre, et je remercie beaucoup Arthur Lucas pour sa réflexion. Est-ce que la partie est menacée par le trouble autour de Fulsang Lutsenko avec un lien supposé avec le docteur Ferrari, le très controversé docteur Ferrari? Écoutez, moi, tant qu'il n'y a pas eu d'aveu ou de preuve de culpabilité, pour moi ils sont innocents tous les deux. Voilà, c'est ma position. Elle est discutable, mais c'est la mienne. On va donc s'occuper des étapes 4 à 14 sur ce Giro, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment du bon Giro là, le 2011, et évidemment l'apothéose sera étape 14 avec l'enchaînement Monte Crostis et Monte Zoncolan. À l'étape 1, donc le prologue, c'était un 3 montes par équipe, on n'avait pas été mauvais, mais on n'avait pas été non plus flambant. En même temps c'est normal puisque le profil d'équipe que j'ai sélectionné pour ce Giro, il est particulier. C'est un profil avec un seul rouleur réel, qui est Bjerg, voilà, le danois Bjerg. Un seul rouleur réel, et par contre, plutôt des grimpeurs. Il y a aussi un petit puncher avec Nicolo Conchi. On voit que Lotto Soudal avait régné sur le sprint en tout début de Giro, donc c'était un petit peu dur pour les autres, faut être franc. Et puis évidemment, ce qui s'était passé, oui, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir 2-3 petits rebondissements. Il y en avait eu un dans l'épisode précédent, c'était cette chute terrible simultanée de Mas et de Lopez, c'est-à-dire en gros les deux qui représentaient le plus de chances au général pour nous, puisque je place Ciccone un tout petit peu en deçà de Mas dans la partie à ce moment-là. Et ouais, mais du coup, en fait, ça devient Ciccone notre leader, à moins, regardez, vu l'écart qu'il y a, 1,40 et quelques, à moins qu'on décide de tout de même maintenir Miguel Angel Lopez comme prévu à l'avance, leader. Honnêtement, c'est plutôt la disposition d'esprit dans laquelle je suis, à la base. Je me dis, tu essayes de faire remonter Lopez, et si ça tarde trop, eh bien à ce moment-là, on avisera, c'est sûr que si ça tarde trop à remonter au classement, on sera obligé de s'adapter, mais par contre, tant que ça fonctionne, tant que la remontée de Lopez s'opère, on ne lâche pas le morceau. Je ne me reporte pas sur Ciccone parce que je pense qu'il y a une belle adversité en fait sur ce Giro, même s'il n'y a pas Egan Bernal, c'est la seule chose qu'on pourrait dire. Il y a des petites arrivées à l'issue d'étapes délicates. Et je pense que s'il le faut, on sacrifiera Mas et Ciccone. Là, ici, c'est la 9, avec l'arrivée au sommet de l'Etna, et puis après, on terminera avec, voilà, c'était 13, et là, 14, ici, là, Crostis, Zoncolan, voilà. Donc, on a fort à faire, et bon, après, je vous parlerai à la fin de l'épisode des étapes 15 à 21, sur lesquelles il n'y a pas rien du tout non plus à faire, bien évidemment, puisque elles sont excessivement importantes. Mais quand même, une grande partie de ce Giro, elle va se jouer maintenant, dans cet épisode-là. Et ça commence tout doucettement avec cette étape 4, sur laquelle on est on est en contrôle, et puis après c'est sûr que dès qu'il y a une difficulté comme ça dans le final, on n'hésite pas à tenter quelque chose, puisqu'on est dans la posture du chasseur. On n'a pas le maillot. Si j'avais le maillot, je jouerais différemment. Mais là, je suis obligé de peut-être provoquer un petit peu le destin. Voilà. On s'est compris. Il faut essayer de gratter tout ce qui peut l'être. Alors là, on a compris, sur l'étape 4, c'est pas là qu'on va gratter quoi que ce soit. Je sprint par principe. Puisqu'en fait, moi je ne voulais pas le faire, mais à force de jouer à Pro Cycling Manager, je suis obligé d'assurer l'arrivée avec mes leaders ou mon leader, afin de ne pas me prendre de cassure. Alors évidemment là il n'y avait pas de cassure en question, mais on a vu, et d'ailleurs à proprement parler, surtout sur le Giro, des cassures être comptabilisées en écart de temps dans des arrivées anodines
et parfois je m'en étais bien mordu les doigts, ça laissait ensuite bien des problèmes à régler, et là on n'a vraiment pas besoin de ça en plus. Là j'ai besoin d'aucun problème particulier, il y a déjà eu cette chute qui nous a fait perdre une vingtaine de secondes, donc à partir de là, merci, ça va, j'en veux pas plus. Arriver au sommet, en tout cas, arriver au sommet d'un mur, hein, faut être franc, c'est pas une arrivée au sommet telle qu'on va en avoir à d'autres endroits. Niklas Egg, alors je vais la faire faire plaisir à Geoffrey, faire plaisir aux aficionados de la prononciation danoise, donc peut-être de la famille danoise, peut-être des connaissances, de l'expertise en parler, en parler de la langue danoise. Niklas Egg, voilà, il paraît, ou alors il y en a qui disent Ig, en fait je m'en fous, ok? En fait je m'en fous complètement. Apportez-moi le son de Jackie Durand, mettez-moi un lien, faites ce que vous voulez, ou de quelqu'un qui s'y connaît. Je sais que Eurosport Grande-Bretagne, ils ont souvent de belles prononciations, mais ça reste tout de même des anglo-saxons, et ils ont peut-être leur prononciation à eux, qui n'est peut-être pas d'ailleurs la bonne. Donc voilà, hein. Qui est la référence pour prononcer Niklas Egg? J'en sais rien, en fait je m'en fous. Donc ça c'est fait. Niklas Egg donc va avoir l'opportunité de partir en échappée dès qu'on le pourra. Et puis là ils ont été repris, donc évidemment on va durcir. Alors c'était pas une côte pour l'arrivée, mais par contre voilà, c'est pas la côte de l'arrivée celle-là, mais il y aura quand même un petit mur final. Et nous déjà dans l'avant-dernière vraie difficulté du jour, on a effectué un certain tri, puisqu'on voit que le peloton maillot rose a été bien réduit à ce stade-là. On va donc rouler en espérant laisser derrière nous des George Bennett, Romain Bardet, etc. Bon, sans se faire non plus des masses d'illusions, mais en se disant quand même que, là encore, tout ce qui peut être pris doit l'être. Vous avez vu, c'est sympa, hein, les petits secteurs là de gravillon un peu type Strade Bianche, qu'on verra encore à d'autres endroits sur ce Giro 2011. Il y a de jolis écarts, mais en gros le top 10 de ce Giro, ils sont tous dans le groupe à l'avant. Donc à partir de là, il n'y a pas non plus... on n'est pas en train de, de révolutionner le Giro, on est juste en train de durcir la course et de maintenir certains outsiders à distance, voire même de casser un petit peu certains. Voilà, vous voyez par exemple Geraint Thomas qui est arrivé particulièrement, ou alors voilà, on a aussi le franco-russe Sivakov, Pavel. Geraint Thomas a dû arriver à court de préparation parce que je le trouve particulièrement inefficace sur ce Giro. Bon, il y a dû avoir un problème du côté d'Ineos, peut-être a-t-il été blessé, que sais-je, peut-être a-t-il un virus actuellement, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver comme ça à ce type de fin d'étape, et donc on va s'attacher nous à être juste présent et à ne pas concéder d'écart particulier. Alors on voit par exemple, il y a un Jumbo-Visma là qui emmène très bien, c'est probablement George Bennett, et ensuite on voit notamment aussi Herrada de la De Koning Quick-Step, mais c'est Simon Yates qui va surgir et qui va emporter cette étape de très peu devant Miguel Angel Lopez, qui était un petit peu bloqué au moment de lancer son sprint. Sinon il y aurait peut-être eu victoire d'étape pour nous. C'est pas grave, ça n'est que partie remise. Donc Simon Yates, bravo à lui. On est toujours avec la Sunweb qui tire bénéfice en fait à fond de son contre-la-montre par équipe magnifique, avec donc Kelderman, porteur du maillot rose. Et on aborde là maintenant l'étape 6. Alors l'étape 6, elle a ceci de particulier que l'arrivée est après une difficulté, donc c'est pas non plus le truc qui nous fait flipper le plus au monde. D'ailleurs certains sprinters peuvent même essayer de se mêler à la lutte. Je pense à Ewan par exemple, vous voyez, aussi il y avait Michael Matthews, etc. Des sprinters qui passent les bosses. Mais globalement, si on fait le boulot, on a moyen d'en écarter certains. Donc voilà mon objectif. C'est vraiment durcir considérablement dans le final. De toute façon, c'est un peu le leitmotiv. Hein. À partir du moment où on joue en mode superstar face à une IA qui a pas mal de moments, elle a des comportements qui sont un peu cheatés, faut le dire. Si le jeu parfois, il y a certains aspects qui sont cheatés
en notre faveur, en la faveur du joueur, notamment, je sais pas moi, les relances après les relances, mais ça c'est depuis toujours sur PCM, hein, depuis la première version du jeu, les relances après une côte par exemple, là vous savez, il y a moyen là de faire des écarts très très facilement. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi pas mal de configurations de course dans lesquelles l'IA est cheatée mais à notre désavantage, au désavantage du joueur, ce qui fait que j'essaye moi de m'imbriquer un tout petit peu dans les failles, je suis bien obligé de le faire. Attention, 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 ça part, il y a Carapace, Simon Yates et Romain Bardet qui sont partis avec Ciccone et Miguel Angel Lopez. Faut dire qu'on a donné aussi un petit peu pour que ça se produise avec notamment une accélération finale de Ciccone. Lopez, j'essaye avec Lopez de lâcher Bardet et Carapace. Ça s'est peut-être pas joué à grand chose en ce qui concerne Bardet, mais en revanche, Carapace il était bien là. Hein. Et vous avez vu l'énorme différence sur cette étape qu'on a faite. Donc, je vous disais au départ, incertitude. Est-ce que les sprinters peuvent s'y mêler ? Réponse, peut-être qu'ils auraient pu, mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'on court différemment. Et donc là, voilà, petit moment où on se regarde, c'est un tout petit peu avant l'arrivée. Il va y avoir un sprint. Le sprint, il n'est pas vraiment en faveur de Lopez. C'est pour ça que je pars un petit peu avant. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Romain Bardet, il va beaucoup plus vite. Notamment de par sa note d'accélération dans le jeu qui je pense est d'ailleurs le reflet du fait que oui bien sûr que Bardet va plus vite comme ça sur sprint plat que Lopez ou même que Carapace. En tout cas tout ça ne me choque pas vraiment. Il y a donc de petits écarts qui vont se faire sur cette étape, et oui, donc de petits écarts, vous voyez, qui vont permettre à Lopez très très doucement et discrètement de réintégrer, ou plutôt d'intégrer, puisqu'il n'avait jamais été dedans, d'intégrer le top 10 du classement général de ce Giro. On est là sur une très jolie étape que cette étape 7, où l'on a peut-être les moyens de taper un premier coup, puisque au final on n'a pas gagné grand chose jusque là, on n'a pas gagné grand chose. On va essayer de, encore une fois, envoyer Niklas Egg, mais en fait, on me laisse pas partir. On veut pas que Niklas Egg s'en aille. Du coup, je décide de la jouer différemment. Je vais rouler avec Conchi, le petit puncher un petit peu grimpeur italien que j'avais recruté. On sait qu'on peut compter aussi sur Michael Bierg, sur Boaro, sur Guidish pour éventuellement faire le boulot à d'autres moments. Et puis sinon, évidemment, on délègue à Egg ainsi que Mas, voire Ciccone, le boulot pour Lopez. Donc tout ça est très très établi, la hiérarchie, il n'y a pas de doute. La hiérarchie dans l'équipe, elle est hyper claire. Attention, il y a une mini cassure là, il y a des roues qui ont été lâchées de la part de Lopez et Ciccone. Donc ça, vous allez voir, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps que Lopez ou Ciccone, voire les deux, là c'est surtout Lopez, au prix d'un effort il va rentrer, ça arrive que Lopez lâche la roue. Et ben voilà, ben ça c'est aussi un paramètre qu'il faut accepter. Quand je joue avec Tish Benoît par exemple, ou quand je joue avec Mathieu Van Der Poel, eux ils ne perdent jamais la roue. Ils ne perdent quasiment jamais la roue, même en situation où il y a du fort pourcentage, ou même, à part s'ils ont plus de barre bien évidemment, mais ils ne perdent pas la roue, ces coureurs-là. Bon, j'ai plein d'autres exemples en tête, même un Lutsenko par exemple ne perd pas la roue. Donc on peut postuler sur pourquoi est-ce que certains perdent la roue, pourquoi d'autres ne la perdent pas. Toujours est-il que Lopez, c'est un paramètre à intégrer. Lopez, il peut perdre la roue assez facilement si on fait pas gaffe à ne pas l'oublier en route, notre Miguel Angel Lopez. C'était d'ailleurs un petit truc que je lui avais... c'est le petit grief que j'ai dans la partie contre Lopez. C'est le fait que pour s'imposer dans un grand tour avec lui, et j'en veux pour preuve le Giro de l'année précédente ainsi que la Vuelta de l'année précédente, donc à chaque fois expérience plus que claire avec Lopez et de bons coéquipiers autour. À chaque fois il a fallu que je le bichonne, il a fallu l'entourer particulièrement, chose qu'on n'a peut-être pas autant besoin de faire avec, allez je vais dire au hasard, Vincenzo Nibali par exemple, mais voire même
quelqu'un qu'on a dans l'équipe, hein, Enric Mas. Pour moi, il y a moins besoin de faire attention à tout moment à comment se comporte le leader, quand le leader c'est Mas, ou quand le leader c'était Nibali dans une partie antérieure sur PCM 2018. Et voilà, ce sont des coureurs qui sont des leaders naturels un petit peu plus faciles à gérer que ne peut l'être Lopez. Alors c'est vrai que on accélère nous sur la fin. Là on accélère, je me suis un petit peu permis d'ouvrir des parenthèses, on est parti un petit peu ailleurs sur des généralités, mais on va se refocus là sur la fin de cette étape. Alors, on accélère très très fort, vous voyez les barres d'effort, c'est plus que parlant. Ciccone va être chargé, je vous avais dit que j'allais sacrifier Mas s'il le faut, de toute façon je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir sacrifier Mas et très probablement Ciccone aussi. Je pense qu'en fait sur cette arrivée, en tout cas c'est mon diagnostic, le pourcentage était un petit peu trop faible pour que de vraies différences se fassent. Carapace et Lopez arrivent quasiment simultanément. Et voilà, donc expérience mitigée. Ai-je lancé un petit peu trop tard? C'est une possibilité. Est-ce que... ouais, victoire de Michael Storer, ça fait plaisir. Michael Storer de la Sunweb qui vient confirmer le super début de Giro de la Sunweb. Oui, étrange, étrange. Le pourcentage était peut-être pas assez fort pour que je puisse me permettre d'attaquer comme ça à la fin. Il fallait peut-être monter le rythme un petit peu plus progressivement. Voilà, c'est une expérience. Moi, je l'ai jamais joué, le Giro 2011, ce qui fait que fatalement, quand on découvre un grand tour, il y a des choses que si on les jouait une deuxième fois, on aurait tendance à jouer forcément un petit peu mieux. Mais c'est aussi ça qui fait le sel du truc, c'est que ce soit une découverte. Donc découverte dans PCM. Après, je pense que je l'avais joué il y a super longtemps, sur PCM 2011 probablement. Mais ça fait tellement longtemps que je ne me souviens pas de grand chose. Allez, on va essayer quelque chose dans cette étape 8 qui avait tout l'air d'une étape sur laquelle rien n'est possible, mais je vais quand même tenter parce que après tout on a du retard au général et ce retard on peine un petit peu à le combler. Non pas que je fasse preuve d'impatience particulièrement, mais quand même je trouve qu'on est déjà à l'étape 8 là et qu'on a toujours pas mal de retard. J'aimerais recaler Lopez, allez je sais pas moi, top 5 ou top 3 assez rapidement parce que sinon je suis un petit peu inquiet en fait. Je suis un petit peu inquiet de la tournure de ce Giro qui démarre quand même bizarrement pour nous. Il y a une petite cuvette un petit peu à l'instar de... mais elle est moins violente, mais n'empêche que à l'instar de ce qu'on peut avoir sur la Cyclassics de Hambourg, sauf qu'elle est beaucoup moins proche de l'arrivée à Hambourg. Là, on a fait un effort assez violent, faut le dire, avec Ciccone, avec Mas, Lopez dans la roue, le jeune Egg qui est là, j'aurais pu le laisser dans le peloton, j'aurais pu le laisser, non bref, c'est pas grave, pas qu'il soit trop bien classé au général, Egg, sinon on le laissera pas s'échapper. Or, c'est ma pièce stratégique que j'aime envoyer à l'avant des courses. Donc victoire d'Astana sur cette étape 8, victoire un petit peu cinglante, et surtout voilà, moi tout ce qui compte c'est rapprocher au général. On a été opportuniste pour le coup, on n'a pas été hyper frontal, mais on y est allé vraiment s'imbriquer dans une faille du jeu pour récupérer un peu de temps. Ok. Egg, ça n'est pas toujours facile de l'envoyer en échappée. Du coup, parfois, je suis obligé d'utiliser des stratagèmes. C'est-à-dire que je fais rouler à blinde. C'est pour ça que j'ai Boaro, c'est pour ça que j'ai Michael Bjerg. C'est parce qu'en fait, eux, ils vont être chargés de rouler très très fort pour que l'échappée ne prenne pas trop de champ. Sinon, après, j'ai mon Niklasek qui va faire du chasse-patate et je peux l'épuiser. Or là, par contre, il a été mis sur les rails pour prendre son échappée peinard. Vous avez vu Geraint Thomas notamment, Rafał Majka. Rafał Majka est aussi présent dans cette échappée. Ok, il y a d'autres noms intéressants du peloton. On va regarder un petit peu comment tout cela évolue. Esteban Chavez aussi semble être de la partie. Alors,
ici, c'est quand même l'ascension de l'Etna. Hein. On parle pas de rien. Hein. En tout cas, l'arrivée au sommet de l'Etna, il y a une première ascension en tout cas, voilà, 2 ascensions différentes de l'Etna. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et on va se retrouver avec Powells. Tiens, Powells, c'est un bon empêcheur de tourner en rond, celui-là. Souvent, il me gratte des points au GPM, quelle que soit la partie. C'est amusant. Donc là, ça n'a pas fait exception. Le Belge Serge Powells m'a gratté quelques petits points au sommet, au premier passage au sommet de l'Etna. En tout cas, c'est pas le même endroit en fait. Mais voilà. Donc, ils ont des fourmis dans les jambes, oui, mais quand même, ils vont se relever, Powells et Thomas, donc pas de problème. Pas de problème. Et puis, on va y aller peinard. On va se caler sur un train et jouer l'étape avec Niklas Egg. Ouais, effectivement. Je vais la jouer vraiment parce que derrière, évidemment que s'il y a une opportunité d'accélération, si on voit que par exemple Carapace est en difficulté ou Romain Bardet, ou peut-être même Thibaut Pinot, hein, parce qu'il est pas loin non plus. Si on voit qu'il y a un favori qui est prenable, on n'hésitera pas à y aller, mais d'ici là, c'est plutôt la prudence. On regarde un petit peu si l'écart continue à rester très important, c'est le cas, entre peloton et échappée, et puis on voit si Niklas Egg a ce qu'il faut dans le ventre pour aller chercher cette étape-là. Alors on voit que Rafał Majka est parti. Alors, est-ce que c'est forcément rédhibitoire ? Pas forcément. Rafał Majka, il est très fort, mais n'empêche que à plusieurs derrière, on peut arriver à le reprendre. Il n'y a pas de problème, donc on ne panique pas. Faudra juste être opportuniste pour essayer de revenir sur Majka si tant est qu'on ne le rattrape pas collectivement. Mais il y a quand même une petite minute d'écart, hein. C'est pas gagné du tout. On va voir un petit peu, ouais. C'est Geraint Thomas, Serge Powells, voilà, on a comme ça un petit groupe qui roule derrière Majka. Le groupe Maillot Rose n'avance pas très vite, faut être honnête, on est passé sous les 5 km. Allez, c'est peut-être le moment où certains vont accélérer, regardez. Romain Bardet, Thibaut Pinot, de toute façon vous voyez bien sur l'animation, on voit bien que l'animation est en train de devenir un petit peu plus rapide. Et donc attention à ce qui pourrait arriver. Souvent ça attaque, les favoris attaquent à vers 6 ou 7 km du sommet. Là ça n'a pas été le cas. J'accélère, tant pis. Tant pis pour l'écart, pour Niklas Egg. De toute façon je joue pas le général avec Egg. Je me dis qu'il vaut mieux maintenir un gros rythme avec Mas. Et puis devant, il y a aussi autre chose à mener en parallèle. Vous apercevez Mas en dessous là. C'est rigolo dans quelques lacets plus bas. Oui, Egg revenu sur Majka. Bah tiens, tant qu'à faire, puisqu'il a pas l'air de s'accrocher, on va pousser un petit peu l'effort de Egg qui est peut-être bien parti pour s'imposer au sommet de l'Etna. Ouais, ça paraît pas mal parti pour lui. Du coup, on va regarder ce qui se passe derrière parce que c'est très tendu également. Très tendu ce qui se passe à l'arrière. Donc Egg est poursuivi par Thomas et Majka. Et ici, on s'applique parce qu'effectivement, regardez, à Carapace, il est chaud Carapace. Hein. Il est chaud. Il va terminer un petit peu mieux que Lopez et Ciccone, un petit Thibaut Pinot aussi qui est venu s'intercaler entre nos deux coureurs. Donc, ouais, sacrifice de masse. Mais ça, c'est pas une surprise. On était obligé d'en choisir un à partir du moment où ils étaient tombés les deux. Je vous avoue que à l'avance, sur ce Giro, vous voyez rapprocher là, Ciccone et Lopez sont à moins d'une minute, d'ailleurs Thibaut Pinot aussi. Sur ce Giro, à l'avance, j'avais prévu les choses d'une certaine manière. Profiter de l'étape 10 qui n'est pas très violente pour dire ce à quoi j'avais pensé. Je m'étais dit, à l'image de Paris-Nice qui avait précédé il y a quelques épisodes de la série Astana, sur Paris-Nice on avait vu Lopez un petit peu à court de pic à la toute fin. C'est normal, je lui avais avancé son pic parce que je voulais être certain de ne pas lui faire rater son déclenchement pour le Giro. Bon. Donc il avait terminé Paris-Nice, Lopez sans pic. Certains m'avaient demandé pourquoi est-ce que tu sacrifies Lopez sur l'étape 7 de Paris-Nice. Pourquoi est-ce que tu sacrifies Lopez au profit de Mas ? Parce qu'en fait Mas avait quasiment
il est pas très loin des notes de Lopez, faut être franc. Et il était placé au classement, de sorte que Astana puisse avoir la victoire garantie, si tant est que Lopez se sacrifie un petit peu pour Mas. Et j'avais trouvé déjà que c'était bien de faire gagner Enric Mas, et j'étais surtout en gros questionnement. Je me disais à ce moment-là, tiens, et si l'histoire elle se reproduisait sur le Giro? Je disais, ça se trouve, on bosse pour Lopez, on parle de Lopez à l'avance, mais peut-être que c'est Mas qui va se retrouver, de par une circonstance de course, en meilleure position ou pas. Bref, je voulais vraiment protéger Mas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où sur cette fameuse étape 3, comme je vous ai montré en début d'épisode, il y a Mas qui tombe avec Lopez, là, ça devient quasiment mort pour Mas. Ça devient mort parce que 2 minutes, mine de rien, sur certains très bons coureurs, faut arriver à les récupérer, c'est pas tout à fait évident. Et voilà, donc vous avez un petit peu l'historique de ma réflexion par rapport à ce Giro. Et t'es dit aussi, petit Egg, là c'est pas mal de l'envoyer, on aura besoin d'un grimpeur de soutien à Ciccone. Ciccone, je l'avais plutôt prévu à l'avance pour jouer au trublion, pour prendre du retard au général, et puis ensuite aller comme ça, s'échapper, etc. D'ailleurs c'est pas dit qu'on le fasse pas à un moment donné sur ce Giro, on verra bien comment ça se passe. Mais et donc là par contre j'ose pas le sacrifier trop, Ciccone, parce qu'il est placé, et s'il arrivait un deuxième pépin à Mas, au moins j'aurais Ciccone dans le top 3. Bon, vous voyez un peu le topo. Je suis quand même bien obligé de ménager certains pour ne pas tout perdre en cas de catastrophe, et à la fois quand même faire un choix qui est Mas. Donc c'est quand même beaucoup de tactique, beaucoup de stratégie sur ce Giro. Il est plus intéressant encore, je trouve, que ce qu'il ne pouvait s'annoncer de par le profil, parce que le profil 2011 il est quand même assez mythique, mais moi je le trouve encore un petit peu plus intéressant à jouer que ce que j'avais prévu à l'avance. Allez, finale de cette étape 11, on n'est pas trop mal placé pour éventuellement sprinter. Allons-y, il va falloir peut-être déclencher dans pas longtemps. Lopez a l'air de pouvoir passer, oui. Carapace Pinot en retrait, Simon Yates également. Ciccone peut-être 4ème. Mas Yates, c'est Mas qui prend la 2ème place. Ok, on a fait un tir groupé sur cette arrivée en petite côte, là encore. C'est pas le même type de côte que sur la Vuelta. Elles sont plus violentes sur la Vuelta. Mais c'était quand même une arrivée un peu en côte sur cette étape 11 du Giro 2011. Étape 12 dans la foulée. Alors celle-là, avec l'équipe que j'ai emmenée, et c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était un choix. Je n'ai pas emmené de sprinter. Ouais, c'était volontaire. Parce que je voulais pas me priver d'un grimpeur, d'un bon rouleur. À la limite, quoi, il aurait fallu prendre un sprinter à la place de Boaro éventuellement. Mais faut voir, quoi. Faut voir, parce que le sprinter, faut aussi quelqu'un qui est capable de le lâcher. De le lancer, pardon. Donc à voir. Puis là, petit coup tactique, je relève Egg quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée, histoire d'assurer le fait de pouvoir partir en échappée le lendemain. Voilà. Parce que Egg m'inquiétait un petit peu avec sa 14ème place là. On sait que parfois l'IA elle laisse pas partir quand le mec est top 20 ou quand le temps, le retard au classement général n'est pas très important. Bon bah là, pas de problème. Egg, il aura le droit de partir. Voilà. Et c'est Caleb Ewan qui s'est imposé d'un souffle devant Fernando Gaviria, alors que le sprint précédent, 2 étapes plus tôt, ça avait été Phil Bauhaus de la Bahrain Merida. Ok, on aborde là les 2 dernières étapes. Vous voyez le temps, il reste plus d'1 quart d'heure de vidéo, parce qu'en fait, c'est là que tout va monter en intensité. Étape 13, elle est intéressante. L'étape 14, elle va être incroyable. Voilà, donc l'étape 13, attention, j'envoie Boaro et Egg en échappée, sachant que Boaro ne va pas rester bien longtemps dans l'échappée. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il protège un petit peu Egg pour lui économiser un petit peu ses forces, et après Boaro il se replie pour revenir
notamment j'ai masse à protéger, etc., etc. Ça m'a permis déjà de prendre le premier GPM assez facilement, le fait d'avoir Boaro comme ça en soutien de Niklas Egg. Donc ensuite Egg se retrouve tout seul dans l'échappée. Le deuxième GPM est moins intéressant au niveau du nombre de points. À partir de là, je ne le dispute pas. Vous voyez, j'ai pu refaire descendre Boaro. Parce qu'en fait, j'aime bien économiser Guidish le plus longtemps possible. Et donc faire plutôt protéger Boaro. Et ensuite, Guidish rentre en scène une fois que l'un des trois autres protecteurs... C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Une fois que l'un des trois autres protecteurs n'en peut plus, à ce moment-là, Guidish rentre en scène. Mais comme ça, je le conserve frais un petit peu plus loin. Deuxième au troisième GPM de la journée. Donc les points commencent à se stocker pour Niklas Egg qui pourrait sérieusement envisager le classement de la montagne sur ce Giro, à moins que les leaders, finalement, avec toutes ces arrivées au sommet, les leaders pourraient aussi prendre les points finalement montagne. Donc en tout cas, Niklas Egg il se positionne. Et puis voilà, c'est le moment ici que j'ai choisi dans la montée vers le Grossglockner. J'ai choisi voilà, les 10 km pour accélérer. Accélérer avec Enric Mas, dans la roue duquel Ciccone est calé avec Lopez derrière. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on va faire la jonction avec Egg. Ben oui, ça quand même a quelque chose d'avoir quelqu'un à l'avant. Sinon, ça sert à rien d'envoyer des échappées quand on est une équipe qui joue le général. L'idée, c'est pas seulement d'essayer d'aller choper des victoires d'étape. C'est d'essayer aussi de mettre des relais à l'avant. Et là, c'est vrai que le relais à l'avant, il va particulièrement bien fonctionner sur cette ascension du Grossglockner, puisque Mas ayant fait son boulot, vous le voyez ici avec Egg en train de comater en attendant le retour des favoris qui n'arrivent toujours pas d'ailleurs, c'est assez inquiétant pour eux. Lopez mis sur orbite par Giulio Ciccone, Lopez doit s'envoler vers la victoire et forcément vers le maillot rose. C'est quand même ce qui est prévu. Attention à Kelderman qui roule pas mal pour Dumoulin. Il a du bol, Carapace. Il a du bol parce qu'il a plus d'équipiers et c'est les Sunweb qui bossent pour lui. Il est vraiment pas malheureux sur le coup. Vous voyez l'écart, il y a plus de la minute à ce stade-là. On est vers la minute 20, pour Lopez sur le groupe maillot rose. Donc là, finger in the nose, on se dit c'est bon. Il va prendre le maillot, Miguel Angel. Il va le prendre. Et regardez ce qui va se passer. Attention. Donc, victoire de Lopez, ok. Hop là, qui est-ce qui surgit? Incroyable. Carapace, en véritable sprinter des montagnes. Je parodie ce qui a parfois marqué, vous savez, dans l'écran. Après les podiums et avant le récapitulatif des résultats, ça me fait toujours marrer. Sprinter des montagnes. Carapace est revenu comme une balle. Et honnêtement, c'est pas une bonne affaire pour nous, surtout que vous voyez du coup, conservation de la Maglia Rosa pour 4 secondes. Le maillot rose reste sur les épaules de Carapace. Alors là, je suis vraiment déçu parce qu'au soir de l'étape 13, j'aurais adoré avoir le maillot rose avec Miguel Angel Lopez. Allez, c'est pas grave. On a maintenant le monument. On aborde le monument, là, à la fois le monument de cet épisode et le monument du Giro 2011. Le monument, c'est cette étape 14 avec donc ce fameux enchaînement terrible. Monte Crostis, avant-dernière difficulté du jour, et Monte Zoncolan, dernière difficulté du jour, avec arrivée jugée au sommet. J'ai utilisé, comme je vous l'ai écrit, d'un petit stratagème pour placer Egg dans l'échappée. C'est-à-dire qu'en gros, cette fois-ci, c'est carrément Boaro et Biag qui se sont trouvés échappés un peu malgré eux, d'ailleurs, sur une accélération. Du coup, je redescends tout de suite Boaro parce qu'il y a Mas qui a besoin de lui. Il faut que je puisse protéger mes trois grimpeurs principaux. Et Bjerg va rester le plus longtemps possible à l'avant avec son compatriote. Alors, c'est parti. On va faire un petit peu la chasse, si possible, au GPM. Ouais. Je veux prendre des points aujourd'hui. Donc, attention, on va essayer de la jouer un petit peu stratégique. Peter Seri qui a démarré. Est-ce qu'on va réussir à ne pas se faire damer le pion par Powells? Terrible, hein?
il est terrible celui-là, hein. Il nous saoule limite, hein. Bjerg, du coup, a pris un petit éclat sur l'accélération là pour le GPM. Est-ce que ces coureurs là, en compagnie de Bjerg, vont réussir à rentrer? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais attention, parce qu'il y a de nouveau un petit GPM encore. Et puis, c'est vrai que le fait qui va donner encore plus d'intensité à la course sur cette étape 14, c'est la présence de O'Connor, Ben O'Connor, donc Dimension Data dans la partie, Ben O'Connor qui est présent dans l'échappée alors qu'il n'a que un petit peu moins de 5 minutes de retard au général et il est top 10. Et l'IA l'a laissé sortir, il a de belles notes, hein. C'est pas le Ben O'Connor que vous allez avoir quand je vais vous présenter quelques vidéos avec le team NTT, hein, parce que la WorldDB elle l'a saccagé à O'Connor. On dirait qu'O'Connor c'est un mec qui sait plus tourner les pédales sur un vélo tellement il est mauvais au niveau des notes. Je sais pas comment est-ce qu'on peut avoir une telle mutation, mais bon, toujours est-il que là il est à 79 de montagne et 78 de vallon. Il a quelques jolies notes de ci de là. En tout cas, il est bien dans cette échappée et voilà, ça y est, hein, Bjerg a terminé son boulot. Il va donc maintenant protéger nos grimpeurs dans le groupe maillot rose. Allez, on est de nouveau en config où Egg se retrouve tout seul devant. O'Connor, ouais, il assume, hein. Il est énorme, hein. Il est énorme parce que il est là, mais il se cache pas, il prend des gros relais. Il est franchement respect à O'Connor. J'adore au passage la stratégie de l'IA d'échapper O'Connor, qui est pourtant bien placé au général. Et évidemment, ça va rendre cette course du coup un petit peu plus électrique. Vous apercevez par exemple ici dans le début de l'ascension du Monte Crustis, les AG2R la mondiale qui roulent. Eh oui, parce qu'en fait il y a O'Connor devant et Bardet se sent menacé au classement en général par la présence d'O'Connor. Après ce sera la Groupama FDJ qui va aussi s'en mêler, notamment pour Thibaut Pinot, hein. Et on a des équipes qui sont prêtes à rentrer en action. C'est également Team Jumbo Visma, normal pour Carapace. De toute façon, Team Jumbo Visma, je vais vous dire un truc. Ils ont deux équipiers phares, en plus d'Antoine Toluk. Ils ont Steven Kruiswijk et ils ont également George Bennett. Voilà. Je vais vous dire que George Bennett, il a une santé sur ce Giro. C'est juste énorme. Juste énorme. Alors à l'avant, on voit que Egg commence un petit peu à caler. Ça va être très délicat cette étape pour Niklas Egg. Je pense qu'on va pas tarder à le rappeler. On va pas tarder. Et autre équipe qui, vous allez voir, va jouer un rôle dans une accélération, c'est ici. C'est hop là. Non, juste après, pardon. Vous voyez Mickelton Scott qui commence un petit peu à pointer le bout de son nez à Simon Yates qui est présent. Et voilà. Jack Haig qui va bosser aussi. Là encore, accélération. On a failli se faire piéger au moment où Conchi n'en pouvait plus. Je fais redescendre Egg, hein. Mécaniquement il faut à tout prix équilibrer le truc. Et là c'est pareil, petit départ, profitant de ce que Lopez était bloqué. Un écart s'est créé. Ce qui fait que du coup, regardez, à George Bennett qui roule comme un ouf pour ramener Carapace. Parce qu'en fait, Mas, Egg et Yates, ils ont fait la cassure. Et du coup, je vais bouffer de l'énergie avec Ciccone dans cette fin d'ascension du Monte Crustis. Je vais bouffer de la barre avec l'ami Ciccone. Ça peut se payer, ça. Ça peut se payer tôt ou tard. Ce type de contrariété, hein. Donc je redis, hein, Lopez bloqué, Ciccone bloqué également, et de ce fait Mas dont la roue a été lâchée. Et oui, encore des histoires de roues qui sont perdues, mais on est en montagne là, on ne va pas perdre les roues. Bref, on est à 4 contre 2 par rapport au team Jumbo Visma du maillot rose Carapace. Il n'a que George Bennett, et là je pense qu'il faut essayer de jouer sur cet avantage là. On a George Bennett, je vais le regarder de près. Vous voyez, c'est donc le Jumbo Visma qui n'est pas en rose, c'est facile à localiser, avec son joli maillot jaune. Donc il faut essayer de pas en faire trop.
Il faut essayer de pas en faire trop. Parce que là, par exemple, je roule. Vous voyez, Davide Formolo, rescapé de l'échappée plus pour longtemps. On voit aussi Daniel Martinez, par exemple, Esteban Chavez. Quand on remonte, il y a aussi Michael Soler. Et O'Connor mène grand train devant avec Rafael Maika, ou plutôt bientôt sans Rafael Maika, puisqu'O'Connor est en train de lâcher Maika dans la descente. Ok, je pense pas que Maika soit un si mauvais descendeur que cela, mais bon, pourquoi pas, il a 67, je trouve ça un petit peu faible. Là je me dis, mais pourquoi tu mènes le groupe maillot rose? C'est à George Bennett de le faire. Et voilà. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Je suis pas sûr que vous ayez vu ce qui s'est passé. Tellement c'est complètement délirant. Les gars se sont littéralement arrêtés. Regardez. Ils se sont arrêtés. Alors, si on voulait faire de l'humour, on dirait ils ont eu peur de tomber. Il y en a un qui a pilé, ils ont failli tomber dans le ravin. Non mais blague à part, c'est dramatique. Je lâche l'effort relais, je me mets juste en garder la position, et on se prend une cassure sur un freinage. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. On est rentré, mais vous vous souvenez tout à l'heure, Ciccone, les efforts en trop. Là, également, les efforts en trop, puisqu'en plus, Ciccone a quand même trouvé le moyen de lâcher la roue de Egg, hein, alors qu'on est en train de rouler à blinde dans la descente pour revenir. Hein. Donc, chapeau bas. Il se passe des choses qui sont pas annonciatrices de très bons événements, pardon. Tout cela n'annonce pas de très bonnes choses en cette fin d'étape, mais c'est pas grave. Allez, on est positif. On est là, monte saison colonne, on est en nombre. Allez, on a au moins ça comme force. C'est quand même, on est à 4, on va dire bientôt à 3. Et je me dis, allez, peut-être c'est le moment de jouer quand même l'effet du surnombre pour, allez, au minimum, éliminons ce George Bennett là. Éliminons ce George Bennett qui peut, tant qu'il est présent, apporter de l'aide à Richard Carapace, l'équatorien, qui commence à nous faire un petit peu des soucis, et dont on se demande un petit peu comment est-ce qu'on va réussir à le déboulonner, hein, parce que c'est pas évident, hein. Pas évident à éliminer le Carapace, hein. Bonjour, hein. Pino Bardet réagisse, George Bennett ne lâche pas la roue, de Lopez. Carapace est un tout petit peu, il est deux positions derrière. Il y a peut-être quelque chose à faire si on arrive à faire craquer Bennett. On voit qu'O'Connor a lâché Maika depuis belle lurette. Oui, c'est bon. Bennett a lâché la roue. Mas emmène Lopez, et d'ailleurs tous les deux reprennent Maika qui est en train de craquer complètement. Et derrière Carapace, très très fort, hein. Très fort Richard Carapace, qui maintient un énorme effort, puisque je fais un très gros effort avec Mas. Ça veut dire que Carapace est en train d'en faire un très gros également. Il est en train de se le peler son Giro, hein. Il est en train de se le faire. Allez, là il y a une petite pause. Voilà, je crée la cassure pour Lopez. Et Carapace avec Pinot dans la roue qui continue. Carapace 83 en montagne. Il continue le Carapace. Alors que Lopez est en train de reprendre Ben O'Connor, qui aura quand même eu le mérite de faire un sacré numéro sur cette étape 14, Ben O'Connor. Et Carapace, il est sur les talons. Il est déjà là. Mais c'est incroyable. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce mutant? C'est quoi ce Carapace là qui est indestructible? Bon, Dumoulin d'ailleurs est rentré, ouais, parce que là du coup je me suis arrêté de rouler, faut pas déconner non plus. Et puis là, bah oh là, attaque de Carapace. Attaque de Carapace. Du coup Lopez, allez dans la roue, on s'accroche, c'est pas évident. On s'accroche, Thibaut Pinot a lâché, Romain Bardet a lâché depuis bien longtemps, Simon Yates n'en peut plus, Tom Dumoulin est aux abois, bref, Carapace avec Lopez dans la roue, on est à moins d'1 kilomètre de la ligne d'arrivée, pardon, et ça va se jouer maintenant, ça va se jouer comment? Ça va se jouer sur une accélération de Carapace, et est-ce que vous voyez ce que je vois? Non mais je rêve, Il Diavolo, qui est en train, peinard comme ça, il a poussé Carapace, tranquille. Bon, après pour se donner bonne conscience, il va pousser Lopez. Regardez, on revoit l'action au ralenti à gauche. Et ouais le diable, non mais de quoi tu te mêles mon grand? De quoi tu te mêles? Et au moins t'as qu'à pousser Lopez, le pauvre, il est en train de souffrir. Bon, je plaisante, mais tout ça pour dire qu'on s'est fait bananer, voilà.
On s'est fait avoir au sommet de l'étape 14 là. Victoire de Carapace qui reprend en plus quelques secondes au général. Du coup, il est à 29 secondes devant Miguel Angel Lopez au soir de l'étape 14. Et le reste du monde, ils sont aux oubliettes. Hein. Plus de 5 minutes de retard pour Thibaut Pinot sur Carapace. Donc, je veux dire, là, c'est ficelé, hein, ça se joue entre les deux. Hein. Lopez, pas trop mal placé pour la montagne. Ouais, c'est ce que je craignais pour Aigle, le pauvre. Les points vont jouer aussi peut-être avec Caleb et One, mais vu les profils restants, ça va être tendu. Le par équipe ne m'intéresse pas. Et donc, en fait, ouais, toute la question, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on va réussir à embêter Carapace. Alors, j'ai quelques pistes, parce que je vous ai affiché ce qui reste comme étape. Il reste là, donc la 15, la 16, c'est un contre-la-montre. On risque de prendre cher parce que c'est de la montagne. Donc il faudra une forme de jour plus 5 impérative. La 17, il peut y avoir neutralisation assez facilement entre les favoris. N'en parlons pas pour la 18, qui sent également le statu quo. Peut-être ici, sur l'arrivée au sommet de la 19. Et puis sinon, on peut imaginer que tout peut se jouer sur l'étape 20, voire sur le contre-la-montre de l'étape 21, puisque le contre-la-montre, c'est plutôt à l'avantage, et je vous ai fait le comparatif, plutôt à l'avantage de Lopez, quand même. Voilà, donc voilà tout ce qui nous attend. C'est quand même un drôle de programme, ce Giro, il est juste incroyable. Et puis alors, Carapace, c'est un sacré défi d'arriver à le menacer. On ira sur Dauphiné si Jacob est encore fréquentable, voilà, eu égard à mes paroles de début d'épisode. Allez, je vous dis à très bientôt, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, et je vous fais des grands saluts depuis les cimes enneigées. Bye bye.